Une abonnée m'a récemment contacté au sujet d'accusations portées contre un réalisateur de films d'horreur extrême qui utilise le pseudonyme de Lucifer Valentine. Cette personne a préféré rester anonyme, mais elle m'a raconté son histoire et m'a demandé d'en parler dans l'espoir de dévoiler ce monstre insaisissable. Enquêtons. Passionné par les mystères d'Internet, les théories du complot et les faits divers, abonnez-vous et activez les notifications pour plus de contenus similaires. J'ai aussi un Patreon et un PayPal, donc si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à y jeter un œil, les liens seront dans la description. Cette vidéo abordera vaguement l'agression sexuelle, la manipulation et les abus. Merci de faire preuve de discrétion. Vous pouvez vous rendre sur mon Patreon pour une version non censurée de cette vidéo qui entre davantage dans les détails des aspects les plus troublants de cette affaire. Les allégations présentées dans cette vidéo n'ont pas été prouvées comme des faits. Veuillez ne pas tenter de contacter ou de harceler les personnes mentionnées dans cette vidéo et si vous avez des preuves pouvant mener à une condamnation, veuillez contacter les autorités compétentes. On ne sait presque rien publiquement sur Lucifer Valentine. Bien qu'un groupe de détectives d'Internet ait réussi à découvrir sa véritable identité, il fait plutôt bien son travail pour cacher son vrai nom, son âge, son métier et d'autres informations permettant de l'identifier lorsqu'il utilise le personnage de Lucifer. Pour des raisons évidentes, je ne révélerai rien sur cet homme qui ne soit déjà publiquement associé à Lucifer. Le public connaît Lucifer surtout grâce à ses interviews où il se dit sataniste et originaire d'Aniston, en Afrique du Sud. Il est fan de Nirvana et ses parents étaient étymologistes. Compte tenu des références récurrentes à Kurt Cobain, il est probable qu'il soit fan de Nirvana, mais certains des détails plus spécifiques sont probablement de fausses pistes destinées à détourner l'attention de sa véritable identité. Lucifer a réalisé quelques films, chacun contenant des scènes de gore extrêmes, de la nudité et une étrange obsession pour le vomissement. Sa trilogie Vomigore se compose de Poupée, Vomi massacré sorti en 2006, Sacrifice régurgité en 2008 et Chambre de torture, lente et de gerbe en 2010. Tous à petit budget, mal notés, ils n'ont attiré une nouvelle attention que récemment après leur présentation sur un iceberg de films dérangeants devenu viral sur TikTok il y a quelques mois. Je n'ai vu aucun de ces films, j'ai essayé de les trouver en ligne, mais sans surprise, ils ne sont ni sur Netflix ni sur Amazon Prime et je n'ai même pas pu les trouver en streaming sur des sites moins réputés. J'ai trouvé un site où on peut les acheter, mais j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous serez d'accord pour dire que cet homme ne mérite pas cet argent. J'ai lu et regardé quelques résumés et critiques et honnêtement, il ne me semble pas que je rate grand-chose. J'ai entendu dire qu'ils sont vraiment dégoûtants, choquants et non répertoriés, sans même le semblant d'intrigue qu'on trouve dans Cannibal Holocaust. En particulier, le premier film semble être une compilation improvisée de scènes aléatoires mettant en vedette le personnage principal, Angela Aberdeen, qui est une travailleuse boulimique. Beaucoup de gore et de vomi, dire que ce genre est un goût acquis serait un euphémisme. Quoi qu'il en soit, le contenu des films importe peu, mais cet homme a clairement un fétichisme pour le vomi et d'autres choses étranges et sanglantes. Angela était jouée par l'actrice de films pour adultes Amira Levy, de son vrai nom Brandy Petrie, âgée de 22 ans à l'époque. Lors d'une interview avec Punk Globe, Lucifer a expliqué avoir rencontré Amira Levy au Canada lors de ses voyages pour s'évader, après avoir longtemps veillé sur sa sœur malade pendant que ses parents étaient pris par leur travail. J'avais quelques amis dans le milieu et lors de soirées, je croisais sans cesse Amira Levy. Nous nous retrouvions souvent dans la même pièce et elle engageait la conversation près de moi. Je trouvais Amira très gentille, mais au début, je n'étais pas intéressée à sortir avec elle. Elle insistait et me proposait souvent d'aller boire un verre. À la 4e demande, j'ai accepté et depuis, nous sommes devenus inséparables. Amira avait grand besoin d'aide quand je l'ai rencontrée à cause de sérieux problèmes de santé liés à sa consommation de drogue et d'alcool. Elle pesait à peine 42 kilos émaciée, pâle comme un fantôme et semblait pouvoir mourir très bientôt. Amira travaillait dans l'underground extrême et hardcore quand je l'ai rencontrée et elle pouvait littéralement à peine tenir le coup pendant les scènes sans s'effondrer.
C'était horrible. Elle était mal nourrie et frêle, et elle abusait aussi de ses médicaments antipsychotiques comme le lithium, etc. Une nuit, à 3 heures du matin sous une pluie battante, Amira a été mise à la porte de la maison de son père avec seulement un petit sac contenant des vêtements de rechange et une brique de lait qu'elle avait attrapée en sortant. Elle a frappé à ma porte et j'ai ouvert pour voir Amira Levy, trempée, complètement perdue et presque folle, grelottant et me regardant comme un chaton errant. Je lui ai dit « Entre ici, gamine, tu es à moi maintenant. » Couchez. Amira Levy est restée près de 3 mois dans mon lit. Je me suis occupée d'elle, les soignée, nourrie, habillée et filmée. Ma personnalité dominante et la soumission totale d'Amira Levy nous ont amenés à un accord d'échange de pouvoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle restait avec moi tant qu'elle le souhaitait. Je prenais soin d'elle et veillais à sa santé à condition qu'elle obéisse à toutes mes demandes et m'autorise à la filmer à tout moment, sans restriction, à ma seule discrétion. Comme mentionné plus haut, je suis sataniste et hémétophile. Et tout cela s'est mêlé au fait que je m'occupais de l'actrice porno hardcore Amira Levy, proche de la mort, sa désintoxication difficile, sa convalescence, mon obsession pour la mort de Kurt Cobain et notre relation de pouvoir total en continu, dominant, soumise, que je filmais sans cesse. Le résultat, ce sont les poupées vomies massacrées et la naissance du vomi-gore. Je suis restée sans voix en lisant cela. La façon dont il admet si effrontément avoir profité d'Amira Levy et, en lisant entre les lignes, l'avoir pratiquement, soi-disant, abusée. Il l'a décrite comme mal nourrie, frêle, presque folle, affirmant qu'elle abusait d'alcool, de drogue et avait de graves problèmes de santé. Pour moi, cela ne ressemble pas à quelqu'un qui soit en mesure de consentir à toutes les exigences sordides que Lucifer aurait pu faire. Et de toute façon, on ne peut pas vraiment consentir à quelque chose si on ne sait pas à quoi on consent. Vous remarquerez que Lucifer cible souvent des personnes dépendantes à la drogue, souffrant de troubles alimentaires ou de jeunes fans facilement manipulables. Il affirme que la plupart de ses petites amies ont eu des troubles alimentaires, ce qui est déjà inquiétant et correspond aussi à son obsession pour le vomi. Je doute qu'il soutiendrait leur rétablissement s'il appréciait leur maladie. Je ne sais même pas si un contrat de ce genre serait légalement valable. Je pense que ce ne serait pas le cas au Royaume-Uni, mais il existe peut-être une faille. Lucifer a déclaré en interview avoir une solide équipe juridique pour l'aider lors de la production des films. S'il y avait un moyen de contourner la loi, je suis sûre qu'il l'a trouvé. Ses dires sur l'aide apportée à Amira pour sa désintoxication sont douteux, car il est supposé qu'elle était peut-être sous l'emprise de drogue durant le tournage de Slaughter de Vomit Dolls et possiblement des autres films de la trilogie Vomit Gore. Cependant, ses progrès n'ont pas duré, car elle a été assassinée en 2017 lors d'une transaction de drogue où le client a perdu le contrôle après qu'on lui ait demandé de payer en espèces. J'ai vu passer quelques théories selon lesquelles Lucifer aurait pu être impliqué d'une manière ou d'une autre dans le meurtre d'Amira, mais il n'y a aucune preuve pour étayer cette idée. On pourrait dire que s'il avait vraiment pris soin d'Amira au lieu de l'exploiter, elle aurait peut-être pu mener une vie plus saine et plus sûre, et ainsi ne jamais se retrouver dans cette situation, mais cela s'arrête là. Ils n'étaient même plus en contact à l'époque où elle est morte, et pourtant, Lucifer continue de tirer profit de sa mort pour son propre intérêt. 4 ans après, il garde une photo d'elle en profil sur Twitter et Instagram. L'an dernier, il a sorti les chapitres d'Angela, suite de ses films avec Amira, où il lui a redonné son rôle. La déclaration de Lucifer me fait me demander quels aspects de ces films sont des effets spéciaux ou réels. Personne n'est mort pendant le tournage, donc les scènes très sanglantes sont fausses. Une grande partie des images vient de films familiaux d'Amira et le vomi était réel, ce qui est non seulement dégoûtant mais aussi mauvais pour la santé des acteurs. Mais ensuite, j'imagine que, étant donné qu'elle était une ancienne toxicomane et qu'elle avait d'autres problèmes de santé, Amira a peut-être vomi de toute façon de temps en temps, donc Lucifer a probablement simplement profité de la situation. Comme je l'ai dit, je n'ai vu aucun de ces films, ni les bonus, donc je me base uniquement sur ce qu'on m'a dit ou sur les informations que j'ai trouvées en ligne. Des rumeurs disent qu'une scène du film « Une enfant parfaite de Satan » serait en réalité authentique. Dans les making-of, Lucifer essaie apparemment vraiment de vous convaincre que tout est amusant et consenti, et au début de Chambre de lente torture et de vomi, il y a un avertissement indiquant que l'acteur principal a consenti à absolument tout.
Cela ressemble à un cas où le prédateur présumé en fait un peu trop pour se défendre. De nombreux films affichent des avertissements, notamment pour préciser qu'aucun animal n'a été blessé pendant le tournage. Je n'ai jamais vu de film où le réalisateur précise que tout était consenti entre les acteurs. Je veux dire, c'est un peu évident. Lucifer me semble aussi être le genre de personne qui aimerait que les gens croient que ces films sont réels parce que cela renforcerait le personnage troublant qu'il a créé. Et il aurait tout à fait pu faire ça, à condition de pouvoir prouver que tout était faux ou consenti, tout comme Ruggero Deodato, le réalisateur de Cannibal Holocaust, qui a dû prouver devant le tribunal que personne n'était mort dans son film. Tout cela me fait penser que Lucifer a supprimé toutes les preuves sur la légalité de tout ça. Des contrats solides, des consentements filmés, mais les acteurs ignoraient peut-être ce à quoi ils consentaient ou que la situation a pu dégénérer lors du tournage. Quoi qu'il en soit, c'est mon avis personnel que les avertissements de Lucifer ne sont pas totalement exacts ou sincères, mais simplement une tentative de détourner les soupçons. Amira n'était pas la seule fille dont Lucifer a ouvertement admis avoir profité. J'ai reçu des informations crédibles suggérant que les déclarations suivantes faites par Lucifer ne sont pas vraies, c'est juste quelque chose qu'il a inventé pour alimenter le personnage tordu qu'il s'est créé. Mais je pense que cela en dit long sur lui, qu'il puisse même imaginer cela, sans parler de le décrire publiquement. Dans l'interview avec Punk Globe, il a dit avoir pris soin de sa petite sœur très malade, aveugle comme une taupe, Cendrillon, toute sa vie, jusqu'à sa rencontre avec Amira. Il a parlé du fait de la filmer et a dit que cela la rendait heureuse. Tout paraît sain jusqu'à ce qu'on lui demande son avis sur des rumeurs sur Internet. Il répond « Ma sœur Cendrillon était ma petite amie et nous allions sûrement nous marier, mais elle s'est suicidée le nouvel an 2006, le pire jour de ma vie. » Cendrillon était extrêmement jalouse de ma relation avec Amira Lévier, et comme je l'ai élevée, j'étais le seul homme avec qui elle ait jamais été. Donc elle menaçait toujours de se faire du mal quand j'étais loin d'elle et avec Amira. Cendrillon s'est noyée dans une baignoire après avoir fait une overdose, comme Angela le fait dans Skins version française. Elle avait rejoué cette scène pour m'inquiéter à de nombreuses reprises, et je l'ai filmée assez souvent, sans jamais penser qu'elle le ferait vraiment. Une version de Cendrillon imitant la mort d'Angela apparaît dans des images en noir et blanc, tout près de la toute fin de Regurgitated Sacrifice. Dans un reportage sur Skins version française, il précise que Cendrillon était autiste, devenait catatonique pendant des heures, restait parfois muette plusieurs jours ou semaines et refusait de manger ou boire. Il faut généralement prendre les déclarations de Lucifer avec prudence. C'est certainement un individu dépravé, mais c'est aussi un provocateur qui semble prendre plaisir à raconter des histoires scandaleuses et il est connu pour exagérer ou déformer la vérité par moments. Par exemple, son film de 2012 Veine de métal noir était censé être un véritable documentaire sur un groupe de jeunes accros à l'héroïne, mais même si la consommation de drogue pouvait être réelle, la plupart des images seraient en réalité mises en scène. À la fin, l'un des personnages meurt et Lucifer a déclaré dans l'interview avec Punk Globe qu'il était vraiment mort, mais il a confirmé dans les commentaires du disque vidéo numérique que ce n'était pas vrai. Donc, nous savons qu'il n'est pas vraiment une source d'information crédible et qu'il ment pour rendre lui-même et son travail plus extrêmes, intéressants et mystérieux. Étant donné qu'il est prêt à mentir sur le fait d'avoir eu une relation inappropriée avec sa sœur handicapée, c'est encore plus étrange de voir à quel point il insiste pour préciser que ces films ne sont pas réels et que tous les acteurs ont consenti à tout. Ces dernières années, de plus en plus de rumeurs affirment que Lucifer manipulerait des fans mineurs et ne respecterait pas les contrats, ce qui est préoccupant vu la nature de ces films. Dans certains cas, il n'y avait apparemment pas de contrat, simplement un accord filmé, où les actrices étaient tellement défoncées qu'elles pouvaient à peine aligner une phrase. En dehors de la communauté de l'horreur underground, Lucifer Valentine reste peu connu, mais il est inquiétant qu'un comportement prédateur et des aveux d'abus aient été signalés, alors que seuls quelques commentaires Reddit, tweets ou brèves mentions en ligne en parlent. Il y a 4 mois, un post Reddit exposait les accusations contre lui. Un utilisateur a affirmé connaître 2 filles abusées par Lucifer dont l'une a supprimé tous ses réseaux sociaux. Ils ne sont pas entrés dans les détails, mais on dit qu'on leur avait envoyé des captures d'écran de choses bizarres qu'il avait dites et faites et qu'il était étrange et manipulateur. L'une des filles a contacté Lucifer quand elle avait 16 ans, et bien sûr il a répondu, mais il lui a dit de ne parler de lui à personne.
Apparemment, il lui a demandé de l'épouser et lui a proposé de lui envoyer de l'argent quand elle était fâchée contre lui. Il lui a offert des cadeaux coûteux et ils se sont vus plusieurs fois où il semblait maladroit et mal à l'aise. Il aurait intégré des photos et vidéos qu'elle lui avait envoyées dans ses films, puis ils ont cessé de se parler. J'ai trouvé un article sur 247news.live datant de juillet 2020 où une personne anonyme, qui se trouve être celle qui m'a contacté à ce sujet, a partagé son histoire. Ils ont expliqué avoir commencé à s'intéresser au film de Lucifer vers 14 ans sans trop prêter attention aux accusations contre lui. Ils ont commencé à discuter en ligne et Lucifer proposait d'envoyer des peintures, puis demandait s'ils aimeraient jouer dans ses films lorsqu'ils auraient 18 ans. Ils avaient des troubles alimentaires lors de leur rencontre, ce qui les rendait des cibles idéales pour lui. Jeunes, influençables, mentalement fragiles, ravis d'attirer l'attention d'une petite célébrité à leurs yeux. Petit rappel, cette personne de 14 ans souffrait de troubles alimentaires et Lucifer l'aurait poussé à se filmer en train de vomir. Évidemment, ce n'est pas illégal, mais si tu ne trouves peut-être pas ça inapproprié, nuisible et carrément glauque, je pense que tu devrais revoir tes principes. La victime ajoute avoir rencontré d'autres personnes avec des histoires similaires concernant Lucifer, qui leur parlaient alors qu'elles étaient mineures, promettaient un rôle dans ces films à leur majorité et leur demandaient des actes inappropriés. Bien que les allégations dans cet article soient infidèles à ce qu'a dit la victime et reflètent toujours ses affirmations sur ce qui s'est passé, la déclaration a été reformulée sans son consentement et, pour une raison quelconque, comporte une photo de quelqu'un qui n'a aucun lien avec Lucifer. Cette personne, Michelle Nesque, a été contactée par des gens qui pensaient qu'elle avait fait ces allégations à cause de la photo, mais elle n'a jamais eu de relation avec Lucifer et ne sait pas pourquoi sa photo a été utilisée. La personne qui m'a contactée à propos de cette affaire a fourni une déclaration qui donne plus de détails sur sa relation avec Lucifer. C'était en 2013 ou 2014, ma mémoire est un peu floue, mais j'avais soit 13, soit 14 ans. J'ai découvert la filmographie de Lucifer Valentine sur YouTube. J'ai toujours aimé les films d'horreur depuis mon plus jeune âge, des trucs comme Scream, Saw, Halloween, des films d'horreur assez classiques, tu vois. En grandissant cependant, j'utilisais souvent IMDb et je voyais qu'il existait toute une sous-catégorie de films d'horreur appelés cinéma extrême, composés de films qui ont été interdits dans certains pays ou qui comportent une violence excessive, de la nudité, des contenus tabous, mais la plupart du temps, ce sont bien sûr des œuvres de fiction. J'ai découvert la trilogie Vomit Gore de Lucifer Valentine et j'ai décidé de regarder tous ces films. Si vous ignorez le contenu de ces films, il s'agit de pseudo-films d'art non chronologiques, prétendument profonds, avec beaucoup de gore, une nudité explicite et de vrais vomissements pour illustrer la polémie. J'ai trouvé le réalisateur sur Facebook et l'ai ajouté. Je savais que ces films étaient interdits aux moins de 18 ans et je ne m'attendais pas à ce qu'il m'ajoute, mais il l'a fait quand même. J'aurais aimé me rendre compte à quel point il était inapproprié pour un créateur de contenu populaire d'ajouter une collégienne à l'époque, mais je m'égare. Bref, il me parlait sans cesse de son métier et me proposait toujours un rôle dans son prochain grand film, le jour où j'ai eu 18 ans. Je n'y ai pas pensé sur le moment, mais j'ai compris que ce comportement était inapproprié et manipulatoire. Il m'a aussi ajouté dans des groupes Facebook où il y avait des hommes beaucoup plus âgés, je parle de 30 à 40 ans, qui parlaient de son travail et partageaient assez des photos très explicites de nudité tirées des films. Ça m'a vraiment mise mal à l'aise quand des hommes adultes du groupe m'ajoutaient et parlaient de mon jeune âge dans des messages privés que je n'avais même pas demandés. Regarder ces films montrant de vraies actrices souffrant de troubles alimentaires m'a honnêtement poussé à développer un trouble alimentaire sévère à l'époque. Même s'il serait injuste de blâmer un réalisateur pour mes propres choix, je n'aurais pas développé mon trouble alimentaire s'il ne m'avait pas ajouté dans un groupe de discussion composé de femmes beaucoup plus âgées, pro-Ana ou pro-Mia, anorexiques ou boulimiques, qui parlaient de leurs troubles alimentaires et ou de vomissements autour du réalisateur. Les films montraient parfois de la véritable automutilation, ce qui m'a finalement poussé à me faire du mal en grandissant. Dire que ces films ne m'ont pas seulement traumatisé à un jeune âge, mais m'ont aussi influencé à développer des comportements autodestructeurs à cause de leur contenu serait exact. Récemment, l'utilisateur Twitter Mondovideos, Taylor, a publié un fil sur les rumeurs autour de Lucifer, incitant plusieurs prétendues victimes à raconter leurs histoires.
Il est vite devenu évident qu'il a l'habitude de répondre à des adolescents qui le contactent innocemment au sujet de son travail, qui apprécient ses films, mais n'ont pas encore la capacité de comprendre pleinement ce qu'ils voient, ni les conséquences potentielles. Lucifer ne peut pas empêcher les enfants de regarder ses films, mais il peut choisir de ne pas nouer de relation avec ceux qui le contactent. Il est plutôt malin dans sa façon de faire. La plupart des victimes présumées affirment qu'il ne s'est rien passé, donc en ce qui concerne ses contacts avec des mineurs, je ne sais même pas s'il a techniquement enfreint la loi, mais ils ont quand même été invités dans notre environnement hypothétique à un jeune âge, entourés d'hommes plus âgés et inquiétants, préparés à faire des choses inappropriées et à devenir acteurs adultes dès qu'ils atteignaient 18 ans si Lucifer avait eu ce qu'il voulait. D'autres personnes ont contacté Taylor, corroborant les allégations déjà mentionnées avec leurs propres histoires similaires. D'autres adolescents avaient contacté Lucifer ou avaient été ajoutés par lui à des groupes Facebook avec des hommes de 25 à 40 ans, voire plus, qui se comportaient de façon inappropriée avec eux. Une actrice d'un des films de Lucifer a donné à Taylor la permission de publier une déclaration expliquant qu'elle avait été bien traitée pendant le tournage, mais qu'en coulisses, il était, je cite, manipulateur, paranoïaque, exigeant, rabaissant et très obstiné. L'actrice a aussi déclaré que Lucifer était obsédé par une fille de 12 ans suicidée en live stream et qu'il l'a forcée à regarder la vidéo pendant des heures pour s'imprégner de son rôle. Fait intéressant, Lucifer a contacté Taylor après avoir vu son fil de discussion et les récents messages sur Reddit. Il a déclaré que des gens avaient créé de faux comptes à son nom et y avaient tenu des propos inappropriés, incendiaires et mensongers. Peut-être que des gens l'ont fait, mais toutes les allégations dont je suis au courant sont liées au compte Facebook qu'il a confirmé être le sien. On dirait qu'il lui manque non seulement la morale, mais aussi le bon sens. Il parle ensuite de sa relation avec Amira, où il la minimise par rapport à ce qu'il avait dit dans l'interview avec Punk Globe, mais il ne retire en réalité aucune partie essentielle de l'histoire. Il essaie d'arranger les choses en insistant sur le fait qu'il a pris soin d'elle, qu'elle a signé un contrat et qu'elle a été payée pour son travail, mais il passe complètement à côté du fait qu'elle n'était absolument pas en état de consentir à tout cela. Lucifer affirme qu'il exige de toute personne souhaitant jouer dans ses films ou discuter de détails approfondis qu'elle fournisse une pièce d'identité avec photo, prouvant qu'elle a au moins 18 ans. Contrairement à son interaction relativement polie avec Taylor, d'autres affirment avoir reçu des menaces de mort pour avoir pris la parole, et il semble que certains acteurs ayant travaillé avec lui ou l'ayant côtoyé aient littéralement peur de lui. Certaines de ces personnes refusent apparemment de parler de lui, d'autres, comme les sœurs Soska, n'ont complètement toute implication avec lui, malgré le fait d'avoir joué dans l'un de ses films. J'ai discuté avec quelqu'un d'autre ayant eu des contacts avec Lucifer. Voici ses propos. Je n'ai pas vraiment d'expérience personnelle avec LV. Je lui ai envoyé quelques messages et comme beaucoup de ses fans, j'ai aussi proposé mes talents pour éventuellement jouer dans ses films. Il a toujours été gentil avec moi, mais après avoir vu ses accusations et ses révélations, je pense devoir m'éloigner de lui et tout le monde devrait faire pareil. C'est un homme dangereux et son travail de réalisateur n'a rien d'admirable. Il montre de véritables abus à l'écran, sans parler de ce qui se serait passé entre les Saska dans Rigor, soi-disant. En allant lui parler, je savais déjà que c'était quelqu'un de très problématique, mais je n'avais pas anticipé à quel point, jusqu'à ce que nous découvrions toutes ces informations sur lui. Mais lui-même ne m'a jamais rien dit de vraiment inquiétant. Il était généreux, mais je suppose que c'est simplement parce que j'étais une fan qui lui a envoyé un message de façon décontractée et que je n'ai rien demandé de particulier, alors il a juste décidé d'être généreux avec moi. Il ne m'achetait rien, il était juste gentil et disait des choses qui le faisaient passer pour un gars adorable. Pour mon âge, j'avais 20 ans. Bien qu'il dise demander une pièce d'identité pour vérifier que les gens ont plus de 18 ans, je ne pense pas qu'il l'ait fait avec moi. Je précise aussi qu'on me dit souvent que j'ai l'air d'avoir 16 ou 17 ans. Je n'ai jamais vraiment été une fan, j'adorais juste les pochettes et tout le mystère autour de qui il était, mais je ne trouvais aucun de ses films bons à part Black Metal Vince, et je trouvais que c'était du potentiel gâché pour des histoires qui auraient pu être cool et audacieuses. J'ai toujours su que c'était quelqu'un de louche, donc même si je ne suis pas vraiment surprise par tout ce qu'on a appris, c'est surtout l'ampleur de tout ça qui me surprend. J'ai eu l'honneur d'intégrer ce cercle de personnes cherchant à dévoiler le mystère entourant cette personne horrible, appelée à répondre de ces années de prétendue déviance et violence. Je suis ravie que, malgré l'idée que j'étais une méga fan avant,
Il m'est assez fait confiance pour m'accueillir et m'impliquer dans la recherche d'informations. Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai trouvé quelques petits éléments ici et là pour aider l'enquête au fil du temps. Au final, la grande majorité de tout cela repose sur des paroles contre d'autres. Il n'y a pas beaucoup de preuves concrètes, en partie parce que beaucoup de ces conversations ont eu lieu il y a des années, et en partie parce que Lucifer est plutôt doué pour effacer ses traces. Personnellement, je crois aux accusations, il y en a suffisamment qui racontent des histoires très similaires, et vu les choses que Lucifer lui-même a admises, tout cela me paraît tout à fait plausible à mon avis. Vous pouvez vous faire votre propre opinion à partir des informations fournies et de vos propres recherches, mais pour moi, il est clair que cet homme a quelque chose à cacher. Les films de Lucifer sont répugnants, mais ils ne sont pas vraiment révolutionnaires, et il existe de nombreux autres films du même niveau, voire pire. Il n'est pas courant que quelqu'un fasse autant d'efforts pour dissimuler son identité, surtout lorsqu'il a déjà une carrière établie dans une profession similaire sous son vrai nom. Si Lucifer n'avait rien à cacher, combiner son travail de chaque personnage ne pourrait être qu'une bonne chose et le rendrait plus reconnu. Il n'a pas honte de la trilogie Vomit-Gore ou de ses œuvres comme Lucifer, mais je le perçois de plus en plus comme un personnage à la Jekyll et Hyde. Son travail sous sa véritable identité n'a rien d'extraordinaire. Je suis sûre que les gens pensent simplement que c'est une personne normale, menant une vie normale, sans se douter de l'autre facette de sa personnalité. Il a inventé un personnage juste pour satisfaire ses fantasmes malsains et son comportement prédateur. Les accusations contre Lucifer commencent tout juste à émerger publiquement. Il est inquiétant de penser que sa famille, ses amis et ses collègues ignorent qui il est réellement. Les genres d'horreur extrême et de gore auront toujours une mauvaise réputation, simplement parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment on peut prendre du plaisir à voir une telle brutalité, même s'il ne s'agit que de faux sang et d'un bon montage, mais des affaires comme celle-ci mettent vraiment en lumière ce qui est important. On peut apprécier les films sur les meurtriers sans l'être soi-même. On peut être diverti par le gore à l'écran sans pour autant aimer l'idée de faire du mal à quelqu'un dans la vraie vie. Il devrait exister des limites sur ce qui était montré dans les films, mais apprécier les films d'horreur et de gore ne nuit généralement pas à la majorité des gens. Le problème avec la trilogie Vomit-Gore, c'est qu'elle n'est pas totalement fictive, et je ne pense même pas que Lucifer connaisse la signification du mot limite. D'après ses propres aveux, ces films sont le produit d'abus, une trace permanente d'une jeune fille troublée qui a été exploitée de toutes les manières par un individu dépravé qui les a ensuite utilisés pour manipuler des enfants, soi-disant. Certains films devraient être interdits, selon moi, mais trouvez-moi un meilleur candidat. Je pense qu'il y a de fortes chances que Lucifer lui-même voit cela à un moment donné. J'imagine que c'est le genre de personne qui se cherche sur Google chaque jour pour flatter son ego quand il n'exploite pas des enfants, soi-disant. Si tu vois ça, Lucifer, j'espère que tu comprends que ton comportement te rattrape. Nous savons qui tu es et ce que tu as fait. Menace-moi si tu veux, comme avec ceux qui t'ont dénoncé, mais tu ne peux empêcher la vérité de sortir. Et à toute personne qui regarde ceci, qui a personnellement interagi avec Lucifer et qui a le sentiment d'avoir été manipulé, exploité ou d'avoir eu des échanges inappropriés, si tu veux partager ton histoire ou si tu as simplement besoin de parler à quelqu'un en toute confidentialité, n'hésite surtout pas à me contacter sur n'importe quel réseau social mentionné dans la description de cette vidéo. Sinon, tu peux contacter Taylor sur Twitter à Mondo Videos qui a dit que son compte est un espace sûr pour les survivants. Un lien vers son Twitter sera aussi dans la description, mais le fil étant cassé, il faut cliquer sur le dernier tweet pour tout lire. Enfin, à tous les autres, je vous prie de ne pas soutenir cet homme. N'achetez ni ses films ni ses produits, ne le suivez pas sur les réseaux sociaux et ne commentez pas ses vidéos YouTube, ne le laissez pas exploiter des jeunes vulnérables pour en profiter. Malheureusement, il est peu probable que Lucifer subisse des conséquences juridiques pour ses actes, donc le mieux que nous puissions faire est de sensibiliser et d'empêcher d'autres de tomber dans son piège. Je serais intéressée d'entendre vos avis dans les commentaires. Connaissez-vous Lucifer Valentine et si oui, étiez-vous au courant des accusations? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci infiniment à mes mécènes affichés à l'écran. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé, à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.